dès le début, tu comprends que cette meuf, elle se tape plein de gars de son âge, mais que bon, et que tout à coup, elle rencontre un mec qui l'a fait hurler de rire et qui l'a fait jouir. Ok, normalement c'est bon là. Dans ce triste monde cruel, la lumière au bout du tunnel s'appelle Jeune Égolerie. Une série tendre, drôle et rafraîchissante, une sorte de buddy movie enrobée dans une comédie romantique. On en parle tout de suite avec ses créatrices Agnès Surstel et Léa Doménac. C'est personne, va au lit! Dans la série, Prune, elle a 25 ans. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet entre-deux âges un peu, on n'est plus si jeune, mais on n'est pas tout à fait adulte encore. Je crois que ce qui nous intéressait, c'était de montrer... c'est pas tellement qu'elle ait 25 ans, c'est qu'elle a l'impression qu'elle en a 17, voire 8 quand elle fait des bêtises. Et à quel point tu penses que t'es la plus jeune de tous. Quand elle rencontre Francis, c'est ce qui se passe. Et que finalement, quand elle rencontre Alma, qui a 6 ans pour de vrai, c'est elle qui va se prendre un coup de vieux et grandir d'un coup. Enfin, c'était tous ces décalages quand tu te positionnes face à quelqu'un d'autre, en fait. C'est toujours le vieux de quelqu'un ou... Sa fille est très impatiente de me rencontrer. Tu peux m'incruster? J'aimerais tellement. Il a déjà prévu le buffet, les sujets de conversation. Limite, s'il fait pas venir les minicums pour mettre l'ambiance. Minicums? Ouais. Et t'es resté bloqué en 96? J'espère que t'as pas dit ça à quelqu'un d'autre. Mais quoi? Mais ça n'existe plus, les minicums. Bah, c'est quoi les dessins animés aujourd'hui? Bah, y a plus de dessins animés. La gosse, elle écoute du Angèle et du Booba, comme toi et moi. Ah bon? Francis est le vieux de la série, du coup, par rapport à toute la bande qu'on voit. C'était important qu'il y ait un décalage aussi grand entre leurs deux âges. Déjà, je pense que la fiction part un peu de la réalité de ce qu'avait vécu Agnès. Donc c'était important qu'on ait ce décalage et qu'on puisse en rire. Mais ce qui était en fait surtout important, c'est qu'on en parle un peu différemment de ce décalage d'âge par rapport à des séries un peu traditionnelles où en fait la question n'est même pas soulevée. C'est normal qu'il y ait quelqu'un de plus âgé, enfin un homme plus âgé. Enfin, moi, tu sais, l'humour, ça s'est un peu arrêté avec des proches. Hein. On me dit qu'il y a des juifs dans la salle. T'as 108 ans. Eh ouais. Là, ça nous intéressait d'avoir le regard d'une jeune femme, justement, de 25 ans sur cette histoire, et puis que ça se joue pas qu'entre eux, mais que ça se joue justement avec le trio de cette jeune fille de Alma, donc la fille de Francis, qui venait aussi un peu tout chambouler. Et justement, comment est-ce qu'on fait pour pas que cette relation qu'on voit souvent dans ce sens-là, au niveau différence d'âge, soit pas un peu creepy, un peu chelou, de mec méga dragueur C'est juste que dès le début, tu comprends que cette meuf, elle se tape plein de gars de son âge, mais que bon, et que tout à coup, elle rencontre un mec qui l'a fait hurler de rire et qui l'a fait jouir. Et donc, oui, il a 47 ans, il a les cheveux blancs, il a une enfant, mais en fait, genre, une fois qu'elle a trouvé ça et qu'elle s'éclate, bah... C'est un monstre, cette gosse. Carrément, un monstre. Son mind game est beaucoup trop puissant pour moi. Eh bah, dites-le, n'y va plus, voilà, c'est réglé. Mais j'ai pas eu le problème, c'est elle. Je suis sûre que quand elle arrête de faire semblant d'être parfaite, elle bouffe ses crottes de nez. En fait, la genèse de ce projet, c'est que moi, je me suis sentie une mauvaise féministe à 25 ans quand je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui était blanc, hétéro, monogame, plus riche, plus âgé. Et que je me suis dit, OK, je suis une vieille merde, je fais mon stand-up tous les soirs, et qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais faire? Je rêvais d'être une femme libre. Et après, j'ai traité ce truc-là, je l'ai décortiqué chaque soir sur scène, puis avec Léa en créant ce projet. Et on s'est vraiment dit, mais non, mais attends, enfin... Toutes les histoires peuvent être racontées, on peut les raconter avec la délicatesse et l'honnêteté que dans la vie, c'est pas... des clichés et que ce personnage-là de mec, il est très délicat dans sa masculinité et très fragile et en chantier et en échec de plein de choses, qu'il faut les écrire aujourd'hui, toutes ces ambiguïtés-là, les ambivalences d'être une jeune femme aujourd'hui, parce que chacun fait comme il peut, comme il veut. Ouais, et puis c'est un chemin de Prune vers la maturité, et puis c'est un chemin de la petite, au contraire, vers la dématurité. Et Francis, qui a donc 47 ans, lui aussi retrouve un peu l'âme d'enfant qu'il avait perdue. Ça tourne autour du rire, autour du stand-up, autour de Francis qui l'a fait rire, autour du fait quand il s'engueule, qu'il lui dit « mais tu me fais pas rire ». Je t'aime bien, Francis, en fait. Enfin, en fait, non, pas en fait, je t'aime bien, Donc Francis. ça ne te gêne pas de parler à un vieux mâle blanc des années 70? Bien sûr, boomer. Ah, bon. Dans l'écriture, on pensait pas aux comédiens. Déjà, on pensait au vrai Francis de la vraie vie. Et après, en revanche, quand Jonathan, quand il est arrivé sur Zoom,
et qui savait pas brancher son wifi, il savait pas cadrer, il avait mis une chemise mais il était en maillot de bain en dessous. Il appelait sa fille hors champ, il était énervé que ça marche pas, mais il avait mis des coussins parfaitement organisés, jaunes, je tiens symétriquement derrière. Et avant même qu'il parle, je disais ok, on le prend, c'est sûr, c'est lui. Enfin, il était génial. Voilà. Tu me vois là? Ah non, mais c'est pas ce chat que je veux. Attends. Ok, bon, allez, bisous. Miaou, tu me manques. C'est con, hein? Oh là là. Non, c'était l'autre. C'est gênant. Le nom des gens, tu vois, Gamblin, Sarah Forestier, c'était une énorme référence pour nous, ce côté. Oui, il y a l'âge, et puis visuellement, du coup, il y a un truc immédiat, mais c'est surtout ce côté, genre, costard gris, expert comptable, triste, face à la jeunesse, la vie à poil, tourbillon. Ouais. C'était vraiment une énorme ref. Mais un peu sexy quand même. Il est hyper bien gaulé. On l'avait pas vu venir. Et la meuf me coupe. Non, il est super, il est un peu maniaque, mais il est surtout tellement drôle. Donc je sais très bien quand on est à 1 minute, 2 minutes, 3 vannes, 4 vannes. Et là, elle me coupe. Elle ne respecte pas mon travail. Il y a zéro sororité, zéro solidarité. Oui. Je bande. Je bande. Ils sont... Allez. Je bande. Oh là là. Je bande. Oh non. Quand on est scénariste, toutes les deux vous l'êtes, quelles limites on se fixe quand on écrit sur des gens qu'on connaît, même si c'est pour un peu amalgamer, faire une mosaïque de plein de gens qu'on connaît? Comment est-ce qu'on se fixe une limite quand on a vécu une histoire similaire? Dès que tu mets des mots sur une émotion, sur un événement, tu le dénatures, tu le rends autre chose, donc tu le rends fiction, tu fais un pas, tu te distancies, tu crées autre chose, enfin je sais pas. En fait, t'as aucune limite parce que t'en as pas besoin. Et puis, voilà, toi, il y a vraiment beaucoup de ta vie et tout, mais en même temps, c'est une fable. En fait, enfin voilà, c'est un conte, c'est quelque chose d'autre. Donc on s'est jamais dit. Là, on va trop loin, là, ça va le vexer, ça va la vexer, ça va... Voilà, et puis on dira, les gens se reconnaîtront, quoi. Par exemple, dans les parents de Prune, qui s'inspirent des parents d'Agnès, il y a aussi de mes parents, il y a aussi des parents des potes. Quelque part, il y a toujours un mélange de gens où les gens ne se reconnaissent pas entièrement. Et puis surtout, c'est pas du tout autobiographique, en fait. Moi, je suis pas du tout Prune, j'adorais être Prune, j'adorais avoir le panache, la bêtise et... L'audace de Prune, je les ai absolument pas. Je suis beaucoup plus scolaire et sage dans la vie. Je sais pas, ça fait très longtemps que je me suis même plus posé ces questions-là, tellement à partir du moment où on se met à écrire, puis t'as des rendus d'écriture, puis t'as des prods, puis t'as une chaîne, et puis en fait, c'est une matière que tu ne cesses de modeler pendant 3 ans et demi. Donc, moi, quand je vois la série, je sais pas du tout, c'est pas moi. Ah, c'est vrai, à ce moment-là? Non, pas du tout. Mais ça a évolué avec nous, hein. L'histoire, elle a évolué avec, déjà avec Agnès, elle a évolué avec notre rencontre, puis avec la rencontre avec Fanny, puis avec les retours les comédiens, les retours des prods. Donc, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est ça qui est super dans un travail de scénariste, je trouve. C'est contrairement, par exemple, au stand-up ou même quand tu écris un bouquin, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe. C'est plusieurs intelligentes qui se mettent au service d'un projet. Et donc, il y a un petit peu de chacun qui arrive et ça, c'est vraiment super, quoi. Et alors, justement, le stand-up, donc Prune et stand-upeuse, pourquoi c'était important d'avoir ce véhicule du stand-up dans cette série-là? Parce que c'est romanesque, parce que c'est dramatique et hyper drôle en même temps et que c'est hyper touchant. Les stand-uppers, c'est vraiment des gens, leur métier, c'est de faire rire les autres, sauf que ce qu'ils vont raconter sur scène, c'est ce qui, à la base, les bouleverse toute la journée. On m'avait tout fait, mais l'enfant caché, jamais. Gars, je sais pas, quand tu démarres une relation, la moindre des choses, c'est de fixer les règles, quoi. On n'est pas obligé d'être exclusif. Moi, la première, je le suis pas. Il y a un moment, si t'es poli amoureux, peut-être, dis-le. Non, peut-être. Tu vois, je débarque chez toi, il y a une meuf en face de moi, en pyjama, à l'aise. Elle a l'air d'avoir sa propre chambre. Et en plus, elle se permet de commenter mon swag. Ah, alors, non, je n'ai pas un look de toxico. J'ai un look pointu. Et on avait vraiment envie que ça soit que ça soit une arène, que ça fasse partie de son décor et que ça pose encore cette question en fait de l'humour, quoi. Est-ce qu'on peut rire de tout? Quelles limites on met? Est-ce qu'on peut raconter la vie des gens sur scène? Voilà. Et bon, la réponse est quand même oui. Peut-être pas n'importe comment. C'est ce qu'on disait. Il faut rire avec bienveillance. Il faut rire de soi-même, quoi. Si toi t'es en échec sur scène, c'est ça. C'est rire de soi-même. Et puis il y a aussi beaucoup de tendresse aussi je pense dans la série et même dans les spectacles des stand-uppers qui fonctionne, c'est que y a le cynisme jusqu'à un certain point, quoi. Non, mais c'est l'enfer, cette gosse, elle fait tout mieux que moi. Elle s'exprime mieux que moi, elle lit mieux que moi. Je suis sûre qu'elle suce mieux que moi. Ah, ça c'est dégoûtant, Prune. Non, c'est excellent, je la note. Moi, ce que je trouve trop beau, c'est de raconter des personnages qui sont tous en chantier sans le savoir et qui, au contact des uns des autres, vont se réparer. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait dans la vie, dans les histoires d'amour ou d'amitié, et je trouve ça joli, et je trouve ça joli de le traiter par la comédie. Mais c'est rare aussi qu'on ait une série comique avec une femme
Imparfaite. Oui. Presque antipathique, comme vous le disiez. Enfin, comme les personnages d'hommes qu'on voit d'habitude, en fait. Larry David dans Curb Your Enthusiasm, tous les personnages... Enfin, Ricky Gervais, tous les personnages qu'on écrit pour des hommes, moi, j'avais trop envie de les écrire pour des femmes, en fait. Je trouve ça important dans les fictions qu'il y ait aussi des héroïnes qui sont pas héroïques, qui sont un peu cracra, un peu en retard, un peu au chômage, un peu pas toujours... Sympa, hyper drôle, pleine de sexualité, ou au contraire complètement sans libido. Enfin, juste comme toutes nos copines. En France, on a très peu d'héroïnes de comédie, je crois même pas, qui sont des femmes. Donc du coup, c'est vrai que là, on avait vraiment envie d'un personnage dont on rit, mais qui nous fasse rire aussi, en fait. C'était vraiment ça qu'on voulait montrer, quoi. Qui soit jamais dans un truc esthétisé, ou c'est... mais c'est vrai qu'il y a peu... Enfin, on avait envie que la série, le point de vue du personnage principal soit le point de vue d'une fille, quoi, jeune. Égaré. Mais moi, je crois en toi. Du verbe croître. Excellent, je peux la noter? Elle est pas de moi, mais je te l'offre. Bisous. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Constance Jamet et je suis journaliste série au Figaro. Je suis Norine Raja, journaliste culture pour Vanity Fair. Germinal, c'est l'adaptation du roman de Zola. Qui raconte la révolte de mineurs dans le nord de la France, prête à tout pour défendre leurs conditions de travail. Camarades, vos revendications sont justes et la justice ne se demande pas, elle s'impose. Avec Germinal, France 2 essaye de revisiter un classique de la littérature française. Je me suis rendu compte que c'était quand même la première série qui était adaptée de Germinal. Je trouve que le format serial se prête parfaitement au livre. Les mineurs sont en route, des centaines de toute la région. Il y a un petit côté western minier, Peaky Blinders. Ils ont quand même réussi, dès le premier épisode, à nous expliquer qui est qui, à la fois chez les mineurs et à la fois chez les propriétaires. On est à la fois du côté de la bourgeoisie, on voit aussi les préoccupations des patrons. Je trouve que ça enrichit le propos de pouvoir justement voir des deux côtés. J'ai baissé les coûts d'exploitation. Du coup, malgré la crise, nous avons atteint les objectifs fixés. Il y a des transparences de langage ou thématiques très voyantes sur la révolte des gilets jaunes, le malaise ouvrier. Germinal, c'est la première révolution industrielle, mais finalement, c'est déjà la mondialisation. J'aurais besoin de 100 sous. C'est pour nourrir ma famille. Non, madame. Ce ne saurait pas vous aider. Chacun doit apprendre à gérer son budget. Ça reste quand même une série qui se passe au 19e siècle. Voilà, je trouve qu'il y a quand même une limite à l'exercice, quoi. Moi, ce qui m'a un peu heurtée, ils ont fait un grand effort de modernisation des dialogues. Ils parlent comme toi et moi, on parle de petits copains, d'être largués, d'être plaqués. Je comprends bien l'intention, mais parfois c'est trop transparent et ça gratte vraiment l'oreille. J'en ai marre, je me casse. Je trouve qu'il y a un équilibre à trouver et que là, ils sont peut-être allés trop dans le côté moderne. Tu viens d'où comme ça? De Lille. C'est marrant, t'as pas la crainte. La qualité de la production est incroyable, les décors, les costumes. Je crois qu'ils ont un budget de 12 millions d'euros grâce au coprod. C'est peut-être un peu trop propre par moment. Il essayait de m'impressionner avec ses machines et ses talents de mécanicien. Prétentieux avec ça. Dans la mise en scène, c'est ce qui est assez joli, c'est ce côté un peu crépusculaire, ces scènes de nuit, ces moments où on voit la fumée, la façon dont la foule et l'insurrection est immortalisée. Après, moi, le seul regret que j'ai, c'est qu'effectivement, c'est la fonction du service public d'adapter des classiques de la littérature, mais dans l'œuvre de Zola, il y a 20 romans. Prendre Germinal, c'est très bien, on comprend que c'est important. C'est un roman qu'on a tous croisé au lycée, puis peut-être mal croisé. Seul un idiot quitte la partie avant d'encaisser ses gains. Ça rend l'ensemble quand même plus accessible et si ça peut être une porte d'entrée vers l'univers de Zola, je trouve que c'est parfait. Germinal, c'est rythmé, moderne et c'est ce vers quoi, j'espère, tendront les futures productions en costume et historiques françaises. C'est une adaptation moderne, engagée et électrisante. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les patrons. Mais il n'y a pas d'entre-deux. On se retrouve la semaine prochaine, salut!